Bonjour, on se retrouve pour la première arma de biophysique pour les LAS. On va commencer avec l'exercice 1. Donc, après avoir bronzé sur la plage, la tutrice Manon décide de prendre sa bouée gonflable pour se rafraîchir dans la mer. Elle remarque qu'il est conseillé de gonfler cette bouée de 10 litres à une pression de 2 x 10 puissance 4 pascal. Donc on a des données, la température. Donc rappelez l'équation des gaz parfaits ainsi que les unités associées. Donc l'équation des gaz parfaits c'est PV égale nRT, avec P, donc c'est la pression qu'on doit donner en pascal. Le volume V, on doit le donner en mètres cubes. N, c'est la quantité de matière qu'on doit donner en mol. T, c'est la température qui doit être en Kelvin. Donc là, faites attention parce que dans l'énoncé, elle est en degrés. Et R, c'est la constante des gaz parfaits. Elle ne change jamais, c'est toujours 8,314. Donc, quelle est la quantité de gaz dans la bouée après l'avoir gonflée selon les recommandations? Donc on prend PV égale nRT et on isole la quantité de matière N. Donc ça donne N égale PV sur RT. Et après, on remplace par les données qu'on a. Donc la pression, c'est 2 x 10 puissance 4. On avait déjà en pascal, donc on laisse 2 x 10 puissance 4. Fois donc, le volume, là on a 10 litres. Donc 10 litres, si on met en mètres cubes, ça fait 10 x 10 moins 3. Donc vu qu'il faut mettre les volumes en mètres cubes dans la formule. Ensuite, on a sur RT, donc R c'est 8,314, fois donc, la température. Donc on est à 25 degrés. Pour mettre en Kelvin, on fait en degrés plus 273, donc on fait x 25 plus 273. Et on obtient donc 0,081 mol. Donc voilà, donc en dessous on a 10 litres égale 10 x 10 moins 3 mètres cubes, et 25 degrés c'est 25 plus 273, donc ça donne 298 Kelvin. Ensuite, quel serait le volume de la bouée dans les conditions TPN? Donc les conditions TPN, c'est des conditions particulières. Donc la pression en conditions TPN c'est égal à 1 atm. 1 atm, afin de pouvoir le mettre en pascal, on sait que 1 atm égale à 1,013 x 10 puissance 5 pascal. Donc on convertit la pression. Et la température dans les conditions TPN elle est égale à 0 degré, ce qui donne 273 Kelvin. Donc ça c'est des infos qu'il faut connaître, c'est du cours en soi que c'est 1 atm et 0 degré. Donc ça c'est à se rappeler parce que dans les exercices des profs, ils peuvent demander de calculer dans les conditions TPN sans préciser quelle va être la température et la pression. Donc, de plus, le nombre de moles ne varie pas, il est donc égal à 0,081 mol. Donc, on obtient alors l'équation suivante, volume égal à nRT sur P, donc là c'est toujours PV égale nRT, et cette fois on isole le volume afin de le trouver. Et donc après on remplace, donc la quantité de matière c'est 0,081 mol, c'est ce qu'on a trouvé précédemment, fois donc R 8,314, ça change jamais. Donc la température fois 273 sur 1,013 x 10 puissance 5, c'est ce qu'on a converti, les conditions TPN. Donc on obtient 1,81 x 10 3 mètres cubes, et donc on peut convertir en litres, ce qui donne 1,81 litres. On convertit les mètres cubes en litres en divisant par 10 puissance moins 3, et les litres en mètres cubes en multipliant par 10 puissance moins 3. Donc tout à l'heure on a été passé de litres au mètre cube, et là cette fois on est passé des mètres cubes au litre pour donner la réponse en litres. On décide de gonfler un peu plus la bouée en ajoutant 0,29 g d'air, en considérant que le volume de 10 litres et la température 25 degrés n'ont pas varié. Quelle est alors la pression à l'intérieur de la bouée? Donc dans les données, on a la masse molaire de l'air qui est de 29 g par mol moins 1. Donc pour commencer, on cherche à connaître le nombre de mols que l'on a ajouté dans la bouée. On utilise la formule suivante, N, donc la quantité de matière, égale petit m la masse sur grand M. Donc ça, c'est une formule que vous connaissez déjà depuis très longtemps, depuis le lycée. Donc c'est juste pour calculer la quantité de matière. Donc on remplace 0,29 sur 29, et du coup ça nous donne 0,010 mol en quantité de matière. Voilà. Donc avec M la masse d'air et grand M la masse molaire. Ainsi, la quantité de matière T égale à 0,081 plus 0,010, donc égale à 0,091 mol. Donc ça c'est ce qui a été du coup rajouté. On cherche ensuite la nouvelle pression, donc P égale à nRT sur V, donc ça donne la pression, on remplace, du coup la quantité de matière maintenant c'est 0,091 fois donc R 8,314, ça change pas, fois la température, donc on l'a en degrés, on passe en Kelvin, donc ça fait 25 plus 273, sur le volume, donc qui est de 10 litres, donc 10 fois 10 moins 3 mètres cubes. Et donc on obtient 22 545, donc, et c'est égal à 2,3 fois 10 puissance 4 pascal. Enfin, genre, ça c'est seulement arrondi, donc en arrondissant ça fait 2,3 fois 10 puissance 4 pascal. Ok, donc là on va faire l'exercice 2.
L'air sec est composé de 3 gaz principaux, que sont l'O2, le CO2 et le N2, avec les fractions molaires, donc 21% d'O2, 0,03% de CO2 et 78,9% de N2. La température est de 25 degrés Celsius, donc on peut direct convertir en Kelvin, ça fait 298 Kelvin, et on a aussi la constante. Calculer la pression partielle de chaque gaz, sachant que la pression totale est de 12 000 pascal. Donc on sait que la pression partielle de chaque gaz égale à la fraction molaire fois la pression totale. Donc pour la pression d'O2, on va faire 0,21 fois 12 000, ce qui nous donne 2520 pascal. Pour la pression de CO2, on fait 0,003 fois 12 000, ce qui nous donne 3,6 pascal. Et pour la pression de N2, on fait 0,789 fois 12 000, ce qui nous donne 9468 pascal. Ensuite, la question 2, de la même manière que pour la question 1, et sachant que N total égale 1,87 mol, calculer le nombre de moles relatifs à chaque gaz. Donc, pareil que pour la question 1, on va utiliser la formule à partir... en fait, elle est faite à partir de PV égale nRT, qui dit que le nombre de la quantité molaire partielle est égal à la fraction molaire fois la quantité de moles totale. Donc pour le nombre de moles d'O2, on va faire 0,21 fois 1,87, ce qui nous donne 0,393 moles. Pour la quantité de CO2, on va faire 0,0003 fois 1,87, ce qui nous donne 5,61 fois 10-4 moles. Et pour le nombre de moles de N2, on va faire 0,789 fois 1,87, ce qui est égal à 1,475 moles. Ensuite, la question 3. À l'aide de nombre de moles partiels de chaque gaz et de la pression totale, calculer le volume partiel de chaque gaz. Et on nous rappelle que la température est de 25 degrés Celsius, ce qui donne 298 Kelvin. Le mieux dans ces cas-là, c'est de l'écrire directement sur un bout de votre feuille. Comme ça, vous ne vous trompez pas dans les calculs en allant trop vite. Donc là, on utilise la formule P fois VI égale NI fois R fois T, qui vient toujours de la formule PV égale nRT. On a juste mis le petit I parce que c'est le nombre de le volume partiel avec le nombre de moles partiels de chaque gaz. Et on veut calculer VI, donc on a modifié cette formule-là. La pression totale est de 12 000 pascal et on a la température, donc 298 Kelvin. Donc, pour le volume d'O2, on va remplacer dans la formule la pression totale avec le nombre de moles partiels qu'on vient de calculer à la question précédente, la constante R et la température. Et pour chaque gaz, on va trouver le volume partiel. Et on n'oublie pas, surtout super important, le volume qu'on trouvera, il sera en mètres cubes. Donc pour avoir des litres, on fait x 10 puissance 3, parce qu'un litre est égal à 1 x 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, Alexandre Dumaine. Vous me connaissez pas particulièrement parce qu'en fait je suis chef UE3B, donc ça concerne les PACES, mais c'est pas un problème puisque vous avez des notions en LAS, en biophy, qu'on reprend nous dans nos programmes du UE3, du UE3B. Donc c'est le moment de vous expliquer. Moi je vais m'occuper aujourd'hui avec vous plutôt de la partie qui concerne les solutions aqueuses. Donc alors c'est parti, on va commencer avec l'exercice 3. Donc alors, on lit l'énoncé, on mélange 2 litres d'une solution à 35 g par litre de H2SO4 et 57,75 g par litre de Na2SO4. Donc là, en fait, il fallait comprendre qu'on a une solution de 2 litres avec ces deux entités. Hein, donc ces électrolytes, à la fois des protons, du SO4 et du sodium. Cette solution de 2 litres, on va la mélanger à une autre de 4,75 litres de chlorure de sodium, 14,6 g par litre. Et alors là, on va parler en concentration molaire, 0,118 mol par litre de trichlorure de fer, le FeCl3. Et enfin, on rajoute aussi une concentration pondérale d'une certaine masse de glucose. Okay, bon, on s'y attend, on a des concentrations pondérales, donc vous allez avoir des masses molaires dans les données, jusque-là, rien de souci. Calcul des concentrations en sodium et en Cl-.
Donc, pour ce genre d'exercice, je vous conseille tout d'abord, c'est une autre manière de faire dans la correction, mais moi je vous donne ma méthode, c'est-à-dire de prendre votre volume total et de raisonner en quantité de matière. Vous allez calculer toutes les quantités de matière que vous avez en solution, qui sont apportées par les différentes entités, via la formule N égale CV, que vous retrouvez en bas, et ensuite calculer ces concentrations par rapport au volume total, qui ici est de 2 plus 4,75 litres. Okay, donc, on va voir les concentrations en sodium. Tout d'abord, pour le sodium, qu'est-ce qu'on a Par quoi est apporté notre sodium? On va voir donc du Na2SO4, très bien. Donc, eh bien, c'est parti, calcul de la concentration en Na2SO4 dans un premier temps dans notre solution finale. Donc, vous avez ici la masse, la concentration pondérale, la masse molaire au dénominateur. Vous obtenez donc la concentration molaire en Na2SO4. Ok. Donc, ça, c'est par contre vrai, c'est sa concentration, mais pas encore ajoutée dans notre solution totale de 6,75 litres. Donc, on va d'abord calculer notre quantité de matière N égale V fois C, donc avec le volume étant égal à 2, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'était la petite ambiguïté qu'il fallait comprendre de l'énoncé. C'est dans cette solution de 2 litres qu'on a le H2SO4 et le Na2SO4. Vous obtenez 0,814 mol de Na2SO4. Ensuite, bon, il faut avoir le réflexe de multiplier par 2, puisqu'ici, en fait, le coefficient stoichiométrique 2 s'applique au sodium. Donc, vous allez avoir le double en quantité de matière. Vous faites exactement pareil pour le NaCl, puisque eh bien, le sodium est également apporté via le chlorure de sodium dans notre solution de 4,75 litres. Donc, même méthode, N égale CV. Ici, vous obtenez 1,196 mol de NaCl. Bon, la particularité ici, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de multiplier par 2, hein, puisque ici, les coefficients stoichiométriques valent tous les deux 1, pas de changement. Là, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Donc, en fait, la méthode dans cet exercice, dans cette résolution, est un peu différente de ce que je fais moi d'habitude, puisqu'en fait, on calcule d'abord les concentrations en entités, et après, on va partir du principe qu'elles se dissocient. Moi, je faisais tout d'un coup, mais ça marche aussi. On mélange les deux solutions avec voilà, ce volume total de quasiment 7 litres. Et donc, vous obtenez vos concentrations dans la solution finale, je précise, parce que tout à l'heure, on avait les concentrations séparées, hein, des électrolytes qu'on a ajoutés. Mais dans notre solution de 6,75 litres, quelles sont les concentrations en Na2SO4? Eh bien, vous l'avez ici, 0,121 mol par litre, 121 millimol par litre, hein, millimolaire si vous voulez, c'est pareil. Et pareil, concentration totale finale en chlorure de sodium, 177 millimolaires. C'est pas tout à fait fini, on veut que le sodium, donc on isole. Hein. Ça, c'est une subtilité qui est dans votre cours, mais qu'il faut connaître. On parle de concentration molaire lorsque vous avez les entités non dissociées, on parle de concentration osmolaire, lorsque les électrolytes vont se dissocier. Osmolal, c'est un peu différent, mettez-le dans un coin de votre tête si vous voulez, c'est lorsqu'on parle pour 1 kg de solvant. Sauf que quand on parle de l'eau, osmolal et osmolaire, c'est pareil, puisque 1 litre d'eau vaut 1 kg d'eau. 1 kg, hein, évidemment. Donc, voici le sodium dans la solution finale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le sodium qui est apporté via le Na2SO4, il faut le multiplier par 2, puisqu'à chaque SO4, on va avoir 2 sodiums. Et, bon, par 1, multiplié par 1 pour le NaCl. Donc finalement, si vous reprenez les concentrations que je vous ai calculées tout à l'heure dans la solution finale, vous allez avoir 2 fois celle-ci, parce que coefficient stoichiométrique de 2, plus une fois celle-là. Et vous obtenez bien 419 milliosmoles par litre, osmolaire, hein, si c'est pareil, de sodium. Pour l'ion chlorure, autant pour moi, c'est la même chose. Il faut revenir par contre un peu sur l'énoncé, parce que vous voyez, le chlore est donné par 2 entités, le NaCl. On a déjà sa concentration, puisque en fait, ça va être exactement la même que celle du sodium. Regardez, on l'a calculé un peu plus haut, donc ça c'est bien. Par contre, on a aussi du chlore qui est apporté par le FeCl3. Et là, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure pour le Na2SO4, eh bien, ça va être la même méthode. Le chlore, en fait, c'est juste Cl-, donc le 3 ici, c'est le coefficient stoichiométrique. Donc, vous calculez eh bien, la concentration en FeCl3. Elle est donnée ici en mol par litre, donc pas besoin de transformer la concentration pondérale en concentration molaire. Donc ça, c'est sa concentration pour 4,75 litres. Sauf que nous, on veut sa concentration pour les 6,75 litres. Donc, vous passez par le calcul de la quantité de matière de FeCl3. Vous voyez ici, N égale C fois V. Ça, c'est sa quantité de matière, la quantité de matière en soluté FeCl3 dans la solution.
Comme on les mélange, le volume change, donc recalcul de concentration, puisqu'en fait on dilue. Donc voilà, vous allez avoir la concentration en FeCl3 dans la solution finale qui est de 83 mmol par litre. Et enfin, on calcule les osmoles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une osmole de Fe3+, vous allez avoir 3 Cl-. Ici, c'est l'ion fer Fe3+. Il y a aussi le Fe2+. Dans ces cas-là, ça aurait été du Cl2. Mais là, on est avec Fe3+. Donc, pour respecter l'électroneutralité, vous allez avoir 3 anions Cl-. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 83 millimol par litre fois 3, plus une fois 177 millimolaires qui est apportée par le NaCl. C'est la même que celle du sodium qu'on avait calculée un peu plus haut. Et donc au final, vous allez avoir 426 milliosmoles par litre pour le chlore. Donc voilà, bon ça c'est des calculs un petit peu barbares et très lourds. Moi je vous conseille plus de partir sur le calcul directement dès le début de tous vos électrolytes en solution, directement en osmole. Comment vous faites pour ça? Eh bien, vous partez de la quantité de matière sans passer forcément par calcul de la concentration pondérale, puis molaire, puis revenir sur une autre molaire parce qu'il y a dilution, puis la quantité de matière. C'est long et c'est plus comment dire, trompeur. Je vous conseille de passer directement par les quantités de matière, vous gagnez beaucoup de temps, surtout qu'après on peut rajouter des solutions, c'est pas grave, la quantité de matière reste la même, donc ça ira plus vite. Alors, deuxième question. On cherche la concentration équivalente en SO4 2-. Donc, concentration équivalente, on va prendre la concentration osmolaire de notre électrolyte en solution, à laquelle on va devoir multiplier la valeur absolue de sa charge. Très bien. Donc, on calcule tout d'abord la concentration en SO4 2-, de la même manière qu'on avait fait en fait la question précédente. Le SO4 2- est apporté de deux manières différentes. Je remets l'énoncé pour vous. Il est apporté par l'H2SO4 et il est apporté par le Na2SO4. Alors, pourquoi est-ce que le 2 après le -Na est un coefficient stoichiométrique et pas le 4? Mais en fait, ça, c'est dû aux charges. Si vous voulez, c'est SO4 2-, deux charges négatives apportées par les oxygènes qui sont très électronégatifs. Le sodium, c'est juste Na+, d'accord? Donc le 4 ici, attention, ce n'est pas un coefficient stoichiométrique. On n'a pas 4 charges moins, il n'y en a que 2. Okay, donc, ça a son importance, puisque dans le calcul de notre concentration équivalente, il ne faut pas se tromper. Donc, calcul de cette concentration SO4 2-, là, la formule peut paraître un peu grossière, mais en fait, c'est juste C est égal à N sur V, je m'explique. V ici au dénominateur, c'est votre volume total, 6,75 litres. Et au numérateur, qu'est-ce que vous avez? Au numérateur, vous avez, eh bien, regardez, là, 57,75. C'est des grammes, des grammes par litre. Très bien. 142, des grammes par mol. Ça s'annule, vous avez donc des mols par litre. Fois 2, c'est un volume. Donc, vous allez annuler mol par litre fois litre, ça fait que des mols. Donc, en fait, au numérateur, vous allez retrouver que des mols. Donc, quantité de matière et au numérateur, des volumes. Quantité de matière sur volume, ça vous fait bien des mols par litre. Donc, eh bien, là, en fait, ce qu'on explique dans ce calcul, c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure pour le sodium et le chlore. C'est-à-dire, bon, notre SO4 2-, il est apporté d'une part 57,75 par votre Na2SO4, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi apporté par l'H2SO4, donc c'est pour ça qu'on rajoute ici 35,98 fois 2. Pour la petite explication, je vous invite à faire une équation dimensionnelle pour bien vérifier qu'au numérateur, on a des mols. Donc ça vous donne une concentration SO4 2- de 226 milliosmoles par litre. Bon, c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est la concentration équivalente, donc vous multipliez par sa charge en valeur absolue. Et donc x 2, ça vous fait 453 milli-équivalence par litre. Attention à l'unité ici. Bon, j'espère que ça va pour ces questions-là. C'est des calculs qu'il faut savoir faire pour le jour du partiel. C'est des points faciles à avoir. Ensuite, calculer la concentration équivalente de tous les cations. Bon, alors, pour ça, vous pouvez soit vous amuser à calculer l'addition en fait de tous vos cations, soit alors vous calculez en fait, vous déduisez plutôt de la concentration équivalente des anions. Vous savez que l'électroneutralité doit être respectée, donc en fait, la concentration équivalente des anions, c'est égal à la concentration équivalente des cations, c'est égal à la moitié de cette concentration équivalente totale de la solution. Donc, pour avoir la concentration en H+, dans la solution finale, vous savez qu'il y a 2 fois plus d'H+, que de SO4 de moins apporté par le H2SO4.
Donc vous prenez la concentration qu'on a eue tout à l'heure, qu'on a calculé du SO4 de moins, et vous faites x2, ça vous donne la concentration en H+, apportée par ce H2SO4. Seulement, ce n'est pas le seul cation qu'on a. On a également du sodium, on l'a trouvé à la question 1. Bon, on ne le recalcule pas ici, on l'utilise. Et on a aussi le fer qu'on détermine parce qu'on a calculé tout à l'heure la concentration du chlore apporté par le FeCl3. Donc rappelez-vous, on avait fait 3 fois la concentration parce qu'à chaque Fe3+, on a, on a 3 Cl- d'apporté. Du coup, là, pour avoir le Fe3+, on divise simplement la concentration qu'on avait trouvée en chlore par 3. C'est une équation. Donc voilà, c'est ce que vous avez ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à additionner toutes les concentrations équivalentes. Voilà, c'est ce que vous avez ici. En n'oubliant pas, évidemment, de multiplier par la valence de vos ions. Alors pour le Na+, on multiplie par 1. Pour le proton H+, on multiplie par 1. Mais on n'oublie pas que pour le fer, ici Fe3+, ion cuivrique, il faut multiplier par 3. Et donc ça vous donne une concentration équivalente des cations totales qui est égale à 0,88. Et donc ça, je peux vous dire que c'est parfaitement égal à la moitié de la concentration équivalente totale de votre solution. Principe d'électroneutralité. Bien, alors ça c'était un exercice d'amorce pour ce chapitre-là. Donc j'espère que ça a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On passe à l'exercice 4. Alors, pour cet exercice, on étudie le sérum de notre cher et tendre VP poly aka tequilanaël et on y retrouve les concentrations suivantes. Vous avez du sodium, vous avez du chlore, vous avez des bicarbonates, vous avez du calcium et on vous donne la concentration équivalente en magnésium, Mg2+, 3000 équivalences par litre. Bon. Calculez, question 1, la force ionique de ce sérum. Alors, force ionique, appelée mu ici, c'est en fait la moitié de la somme des concentrations initiales, enfin en électrolytes dissociés, multipliées par leur valence à l'exposant 2. Ça s'exprime en mol par litre. Donc CI, bon, ce que j'appelle concentration initiale en électrolyte, concentration d'un ion I en mol par litre, voilà, ZI sa valence, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous avez donc la concentration équivalente qui est déjà donnée pour le magnésium, ici, mais il vous faut sa concentration molaire. Or, vous savez que la concentration équivalente, c'est simplement la concentration molaire, mol par litre, fois la valence de l'ion. Donc, attention, vous avez une annale de 2018 qui traite sur ce genre de subtilité. Il ne faut pas utiliser la concentration équivalente ici, sinon c'est faux. Vous allez devoir revenir sur la concentration molaire, et comme on fait, CEC est égal à CI fois valence, donc du coup, CI est égal à CEC divisé par la valence. Sauf qu'ici, la charge, elle n'est pas de 1, elle est de 2, donc bien divisé par 2, attention. Vous avez maintenant la concentration molaire, osmolale, ici, bon, on n'a pas voulu titiller sur osmolaire, normalement ça aurait été plus juste si c'est marqué milliosmol par litre, attention. Donc, concentration osmolaire en magnésium, Mg2+. Maintenant, bon, eh bien, on se lance, on calcule notre force ionique, on a bien tout sinon en, vous voyez ici, on a tout ce qu'il faut en millimol, enfin, milliosmol, ici on aurait dû mettre, mais on a toutes les bonnes unités, donc c'est parti, il y avait juste celle-là modifiée, c'est parti, donc mu est égal à 1,5 fois, donc vous avez ici toutes nos concentrations multipliées par les valences au carré, donc faites bien attention à mettre vos valences au carré, puisque du coup les charges négatives redeviennent positives. Donc c'est ce que vous avez là, vous voyez, 2 carré, 1 carré, 2 carré. Je ne vous détaille pas les calculs, c'est l'application des données, application numérique, et vous tombiez au final sur 124 millimolaires. Donc millimol par litre. Molaire, en fait, ça veut dire mol par litre, d'accord? C'est plus rapide à dire. Donc voilà, et ici, en fait, c'est la subtilité dont je vous parlais déjà tout à l'heure. La charge, elle est de -1, elle n'est pas de 3 pour le bicarbonate. Faites attention aux coefficients stoichiométriques qui n'en sont pas, surtout, bon, généralement c'est les mêmes que vous allez voir, c'est le SO4 et l'HCO3-. Le 3 ici est en rapport au nombre d'oxygène et non pas au nombre total de molécules. Dans ces cas-là, si vous avez des entités où il y a besoin de 2 bicarbonates, par exemple, si vous prenez du MgHCO3 2, là c'est le cas parce que Mg c'est 2+, et dans ce cas-là, il nous faudra 2 HCO3- pour compléter, pour être en électroneutralité. Dans ce cas-là, on vous met des crochets. Donc voilà pour la petite explication.
Bon, j'espère que ce calcul de force ionique, ça a été. Question 2. En déduire l'activité des ions sodiques dans cette solution. Des ions calciques. Ouais, donc on va calculer en fait les deux activités. Bon, vous savez que l'activité, elle est liée à ce coefficient d'activité osmotique, dont la formule est un peu barbare, mais au final, elle se retrouve très facilement. Donc, activité est égal coefficient d'activité osmotique fois la concentration en son unité, donc c'est-à-dire des osmoles par litre, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, par exemple pour le magnésium, on est passé de l'équivalente à la concentration molaire. Donc, on va se lancer dans le calcul tout d'abord des coefficients d'activité osmotique, via la formule 10 exposant moins 1,5, valence au carré, racine carrée de la force ionique. La force ionique doit impérativement être en mol par litre dans cette formule, d'accord? Si vous la laissez en millimol par litre, vous allez tomber sur des résultats qui vont être compris entre 0 et 1, mais qui vont être aberrants, ça ne sera pas bon. Donc bien attention ici, on ne joue pas avec les puissances de 10 de trop, hein. On reste en mol par litre. Donc c'est parti, coefficient d'activité pour les ions sodiques, donc 10 exposant moins 1,5 fois la valence 1 au carré, bon, vous pouvez le jarter, hein. Il n'est pas très important le 1 au carré, mais on détaille bien tout quand même pour ne pas se tromper, et fois la racine carrée de vos forces ioniques qu'on a déterminées juste avant. Attention, ici je suis bien en mol par litre, donc du coup ça vous donne 66,7% de dissociation. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce coefficient d'activité osmotique? Quand vous prenez par exemple du NaCl, et je vous dis que le sodium, il a un coefficient de, là vous voyez 0,667, donc je le remets en pourcentage, 66,7%, ça veut dire que en se dissociant, il y a 66,7% qui va être sous forme Na+, et le reste qui va rester en NaCl. Okay, c'est en fait la dissociation qui compte ici. Voilà, c'est ce que je dis ici. Attention, bien mettre la force ionique en mol par litre. Ensuite, vous calculez l'activité osmotique, donc le coefficient, voilà, fois la concentration qui était donnée, et donc vous trouvez sur 101 milliosmoles par litre. On fait la même chose pour les ions calcium. Attention, ici par contre la valence ça doit être de 4, parce que vous allez avoir 2 carrés, mais c'est le même principe. On garde la même force ionique, elle ne change pas. Donc voilà. Donc en fait la seule chose qui change en fait dans le calcul quand c'est dans une même solution, c'est la valence. D'accord ? Donc le coefficient ici d'activité osmotique, coefficient gamma, on le note, va être égal à 187. Ou alors pourcentage d'environ 20%. Voilà. Comme ça vous donne aussi qu'est-ce que c'est effectivement ce coefficient d'activité osmotique. Voilà. Vous calculez l'activité de la même manière que tout à l'heure, et vous avez donc une activité donc, qui doit être exprimée en osmol par litre de 3,9, 10 exposant moins 4 osmol par litre. C'est très peu. En même temps, c'est plutôt normal, puisque bon, comparé à notre sodium, se dissocie beaucoup moins, hein, le calcium, vous voyez ici. Donc les résultats sont cohérents, d'accord ? Et puis, la concentration était nettement inférieure, d'accord ? Donc c'est plutôt normal d'avoir une activité plus faible. Voilà, donc cette partie très intéressante va nous permettre de continuer sur l'exercice 5 qui va plus parler de ce qu'on appelle l'électrolyte binaire, ternaire, tout ça. Et on va revenir sur la notion d'activité, on va revenir aussi sur la notion de coefficient d'activité osmotique ici. Donc voilà, il faut bien comprendre ça pour vos partiels, d'accord ? Exercice 5, donc je vous lis l'énoncé, soit un électrolyte faible A2B, donc le réflexe à avoir quand vous avez ce genre d'électrolyte, c'est regarder le total des coefficients stoichiométriques. Vous avez un 2 derrière le A, un 1 derrière le B qui est sous-entendu, donc vous allez avoir un électrolyte ternaire. Avec un degré de dissociation de 3%, c'est faible. On ajoute 8 grammes de cet électrolyte dans 2 litres d'eau. Ok, on a notre volume total, on a une certaine masse, on a la masse molaire, bon, on va pouvoir calculer une concentration très facilement. Alors, première question, faire le tableau d'avancement. Alors ça c'est un grand classique. Donc voilà ce que je vous disais, on est face à un électrolyte ternaire, qui va donc se dissocier en deux entités, du A+, et du B2-, ou alors, voilà, normalement, la première lettre désigne le cation, c'est une règle de base, quand on parle d'NaCl, c'est Na+, et Cl-. Bon, il se trouve qu'ici on a mis que c'était A- et B2+, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand on se dissocie, on va avoir 2 fois plus de A que de B, d'accord ? Donc, c'est forcément la charge de B plus importante pour respecter l'électroneutralité. Si vous avez 2 fois plus de A qui se dissocie pour un seul B, ça veut dire que c'est B qui va porter la charge 2, plus ou moins, normalement c'est moins puisque c'est la deuxième entité. Bon, ici on n'a pas fait comme ça.
La réaction n'est pas totale, évidemment, le degré de dissociation est très faible, il est de 0,03, donc ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'explication, qu'il reste 97% d'A2B ici, donc effectivement c'est très faible. On fait le tableau d'avancement, petit calcul, on peut calculer les concentrations déjà, ça c'est un tableau qui est présent dans votre cours, mais vous pouvez le déduire en fait très facilement, puisque, regardez, si je vous dis ici qu'à la fin il nous reste 0,97%, enfin 97% d'A2B, on retrouve bien en fait ce lien avec le degré de dissociation, ça correspond à 1 moins alpha, alpha étant le degré de dissociation, fois CI, ma concentration initiale. C'est exactement des tableaux d'avancement comme on faisait en fait en terminale au lycée. Donc voilà pour le tableau d'avancement. On a besoin de calculer la concentration initiale, donc N égale CV, donc c'est N sur V, voilà, masse sur masse molaire divisé le tout par le volume, ça vous fait 120 millimoles par litre, ou 0,12 molaire. Donc voilà, vous reprenez les données d'au-dessus, vous les intégrez dans votre tableau, vous obtenez ce petit tableau d'avancement là. Rien de très compliqué ici, il ne fallait juste pas oublier ici de mettre le 2, coefficient stoichiométrique. À l'état initial, vous n'avez pas de produit, vous n'avez que à l'état final. Donc en fait, ce que vous mangez d'A2B, vous le retrouvez ici. D'accord ? Donc voilà, pour cette première question. Si vous avez des problèmes avec ça, entraînez-vous, c'est très récurrent pour les partiels. Ensuite, calcul de la constante de dissociation. Alors pour ça, deux méthodes. Vous avez la formule qui dit produit sur réactif au niveau des concentrations que vous pouvez utiliser, vous avez toutes les concentrations ici, ou alors vous avez les formules qui sont dans vos cours, par exemple ici comme c'est un électrolyte ternaire, 4 alpha au cube fois CI carré divisé le tout par 1 moins alpha. Vous pouvez utiliser ça, ou alors comme je vous ai dit, c'est celle qui est en bas là, sachant qu'il faut prendre l'état final, l'état d'équilibre. Dans les deux cas, vous allez trouver les mêmes puissances, mais si vous prenez cette formule-là, attention, n'oubliez pas les puissances, les puissances correspondant aux coefficients stoichiométriques, d'accord? C'est les mêmes formules, puisque là, en fait, c'est juste détaillé, vous voyez bien, mais attention, pas oublier ce petit exposant 2 qui correspond au 2 qui est accroché au A-, d'accord? Il ne correspond pas, oui, à A-, c'est le 2 ici, c'est le coefficient stoichiométrique, c'est pas la charge, d'accord? Attention. Voilà, vous pouvez apprendre la formule finale pour les électrolytes ternaires, mais voilà, il est préférable de refaire la démonstration, c'est ce que je vous disais, pour savoir adapter cette formule à tout type d'électrolyte. Puisque vous pouvez avoir des électrolytes du style A8B24, par exemple, si on veut être pointilleux là-dessus, dans ce cas-là, vous devez retrouver la formule à partir de ça, c'est possible, avec juste la formule produit sur réactif. Mais vous n'aurez pas ce genre d'électrolyte, A8B24, mais c'est une façon de parler pour vous dire juste sachez refaire la démonstration, quoi. Comme ça vous évite d'apprendre plein de formules inutilement. Donc voilà, petite formule, vous application numérique et vous tombez sur 1,6 10 exponent moins 2 mol, alors normalement c'est mol moins 2 par litre au carré. Pourquoi si vous faites l'équation en dimension ici, vous allez trouver en fait des exposants à votre unité. Donc là, c'est pas noté, je vais vous le rajouter ici. C'est moins 2, d'accord? Mol moins 2 fois mol moins 2 fois litre moins 2, ok? Pas oublier ces unités-là. Troisième question. Calculer la concentration équivalente totale de la solution. Donc bon, vous allez prendre les concentrations équivalentes, donc on s'intéresse à la charge. A2B ne possède pas de charge, on n'a que A- et B2+, qui possèdent des charges, donc on va prendre leur concentration. Bon, à l'état initial, il n'y en a pas, donc c'est bien l'état final dont on veut parler, l'état d'équilibre. Attention, voilà, ce sont les ions impliqués dans la réaction qui déterminent la concentration équivalente. On ne prend pas en compte que le résultat de la dissociation. Donc voilà, concentration équivalente, c'est égal à la valence fois la concentration molaire. Donc petit calcul tout simple, voilà, vous appliquez. Vous aviez A-, donc vous prenez sa valeur absolue pour la charge, donc ça va faire 1. Sa concentration était de 7,2 10 exponent moins 3, vous la gardez. Et pour celle de B2+, en effet, il faut faire attention à bien faire x2. Et vous obteniez 14,4 milli-équivalence par litre. Voilà, maintenant, dernière question. Quelle serait l'osmolarité totale de la solution si la dissociation était totale? Donc, alpha égale 100%, je vous rassure, ça n'arrive jamais. Calculons ensuite l'osmolarité totale de cette solution.
Bon, alors du coup, vu qu'on a la concentration initiale, si c'est total, eh bien, on va retrouver la même concentration pour B2+, même coefficient stoichiométrique entre A2B et B2+. Par contre, pour A-, on a un petit 2 devant, donc du coup, on va avoir 24. En effet, ce tableau se trouve très facilement, d'accord. A2B, donc n'étant pas actif, car plus présent en solution, là la dissociation est totale, l'osmolarité de la solution est donc égale à 240 plus 120 milliosmoles, donc au total 360 milliosmoles par litre. Alors, dans le cas, voilà, c'est ce qu'on vous disait, la dissociation elle n'est pas totale. Hein. À l'état final, ou l'état d'équilibre, il va vous rester à la fois les petits ions A- et B2+, car A2B oui, n'est pas totalement dissocié. Donc, il faudra inclure dans votre calcul cet A2B, et c'est ce qu'on fait ici, et l'osmolarité est donc égale à 127,2 milliosmoles par litre. Donc voilà, pour cet exercice, et moi j'en ai fini avec cette partie. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Je vous mets quand même le petit mot de votre chef biophysique, Aurélie, un petit mot d'encouragement. Et moi aussi, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et voilà.